toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Bientôt le forum de la couverture santé universelle. C'est une initiative du Conseil national de la transition. La commission à l'enseignement préuniversitaire, 500 motos sont offertes aux chefs d'établissement scolaire enclavés de la Guinée. Un geste fort du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour montrer son attachement à l'apprentissage et à l'égalité. Conflit entre agriculteurs et éleveurs à Lola, le gouvernement s'implique à travers le département de tutelle. Des perspectives de solutions en cours. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, la Guinée abritera très bientôt le forum de la couverture santé universelle. C'est une initiative du Conseil national de la transition. Ce lundi, la commission ad hoc mise sur pied était en conclave avec les partenaires au développement. L'objectif est d'harmoniser les idées pour la réussite de la rencontre de Conakry prévue le 19 novembre prochain. Robert Siditol, nos reportages. C'est pour matérialiser la couverture santé universelle figurant en bonne place dans la nouvelle constitution que la Guinée, à travers son institution parlementaire, tiendra le 19 novembre prochain le premier forum parlementaire sur la santé universelle. En prélude donc de cette rencontre de Conakry, la commission ad hoc mise sur pied à cet effet tient sa première séance de travail. Objectif, mettre en place un mécanisme cohérent pour une mobilisation autour du projet. Cette rencontre va nous permettre, avec des experts étrangers et des pays qui ont une expertise en matière de CSU, pour les mécanismes innovants de financement de la couverture santé universelle. Dans cet élan de la constitutionnalisation de la CSU, le CNT bénéficie déjà du soutien des partenaires au développement présents à la rencontre. Le tour de table a permis de recueillir des propositions concrètes pour mieux harmoniser le travail. À vos côtés, sous la forme d'une expertise technique, laquelle s'appliquera aussi dans le champ législatif si vous voulez tirer parti de ce que seront les conseils, les recommandations qui seront fournis par cet expert. Pendant qu'il y a la mise en place de ce programme ambitieux Simandou 2040 qui reprend ou qui retient, qui reconnaît la santé comme une priorité, et le 5e pilier de Simandou, c'est consacré à la santé et au bien-être de la population. Donc ça va ensemble, c'est une vision qu'il faut maintenant matérialiser par la concrétisation justement de la couverture sanitaire universelle au niveau du pays. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a invité chacun à mettre son expertise à contribution pour la réussite de ce forum, condition sine qua non de la mise en œuvre de cette volonté politique. Notre ambition, elle est grande, mais elle est noble quand même. Nous comptons sur vous pour que cette ambition puisse se matérialiser, chacun avec sa contribution. Nous n'avons pas de régie ici, dire qu'il faut collecter l'argent pour nous donner, non. Le programme est là, les acteurs que nous voulons envoyer sont coulés, mais chacun se dit ce qu'il peut faire. Il s'agit chacun, en fonction de ce qu'il a, de soutenir une des initiatives du forum pour que ça soit un succès pour vous les partenaires, pour nous les parlementaires, pour le gouvernement et pour même les institutions africaines, dont l'Union africaine et la CEDEAO. On va les inviter tous dans ces forums-là. Chacun peut apporter quelque chose. Rendez-vous est pris pour le 19 novembre prochain pour la tenue du premier forum auquel participeront plusieurs pays africains et de nombreux partenaires au développement. Et puis 19 cadres de l'administration publique et 11 employés de Rio Tinto ont présenté ce matin leur attestation au Premier ministre, chef du gouvernement. Ils ont suivi une formation à Managing Mining, Oil and Gas for National Development à Oxford en Angleterre, Adi Camara. Une alliance entre le savoir mondial et les ambitions nationales. L'appui de Rio Tinto Guinée au programme d'Oxford incarne cette vision. Ce matin, les cadres guinéens bénéficiaires de cette formation présentent leur attestation au Premier ministre. C'est un partenariat stratégique qui appuie les capacités des hauts cadres
de l'administration publique. Ce programme vise à renforcer les capacités des hauts cadres sur les questions de gestion durable des ressources naturelles. Comme vous savez, la Guinée regorge de ressources naturelles. Il est important que les hauts cadres qui préparent les décisions du gouvernement soient mieux préparés. Le cours est conçu pour transmettre aux cadres des compétences en matière de gouvernance et de gestion des ressources extractives dans une perspective de développement national durable. Il combinait deux volets. Il y a le volet minier et il y a le volet énergie. Ce qui était très important parce que si vous prenez les deux secteurs, vous avez quelque chose de commun dans les deux secteurs, c'est le contrat. Donc, sur le secteur minier, on a le contrat minier. Sur le secteur pétrolier, on a le contrat de partage de production. Moi, j'étais dans un groupe où je devrais négocier avec certains de mes collègues qui venaient des 14 pays représentés, où on devrait négocier l'exploitation d'une mine d'or en Arabie Saoudite. L'autre simulation aussi, on devrait faire un accord communautaire concernant autour des mines en Mongolie. Le Premier ministre félicite les bénéficiaires et encourage les esprits qui façonnent les politiques de demain. On ne peut rien faire de grand si on ne mise pas sur la qualification des intelligences. Dans nos traditions, on dit la meilleure façon d'apprendre en dehors de la forme classique, c'est de voyager. Le voyage, ce n'est pas pour aller simplement regarder, c'est pour connaître les autres, apprendre des autres. Et c'est ça qui est fondamental. Aller à Oxford, aller à Singapour, aller ailleurs, c'est aller rechercher ce qu'il y a de mieux chez les autres. Essayer par la suite de s'en approprier pour l'adapter à son propre environnement. Avec ce talent, le gouvernement et ses partenaires vont bâtir une compétence souveraine pour que nous soyons architectes de notre propre prospérité. Le comité stratégique du Simandou, à travers l'administration et contrôle des grands projets ACGP, a ce 21 octobre lancé le concours national d'architecture Simandou Academy. Ce concours invite les jeunes architectes guinéens à concevoir le futur siège de Simandou Academy, dédié au savoir, à l'innovation et à l'excellence. Oumar Bari. La salle CAMES de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a servi de cadre ce mardi 21 octobre 2025 à la cérémonie de lancement officiel du concours national d'architecture Simandou Academy, une initiative du comité stratégique de Simandou, présidée par Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, et portée par l'administration et contrôle des grands projets ACGP sous le leadership refondateur du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce concours national, ouvert exclusivement aux jeunes architectes guinéens, vise à concevoir le futur siège de Simandou Academy, un espace dédié au savoir, à la recherche, à l'innovation et à l'excellence. Cet événement marque une étape importante dans la dynamique de valorisation du génie architectural guinéen et la promotion d'un cadre d'innovation au service du développement durable. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Djami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable et membre du comité stratégique de Simandou, de Ibrahima Abé Diallo, administrateur général de l'ACGP, ainsi que des conseillers à la présidence, de nombreux cadres de l'ACGP, des enseignants, des étudiants et des professionnels de l'urbanisme et de la construction ont également pris part à l'événement. Dans son allocution d'ouverture, Ibrahima Abé Diallo a salué l'engagement du gouvernement pour l'émergence d'une génération d'architectes guinéens capables de concevoir des infrastructures modernes et respectueuses de l'environnement. Il a souligné que Simandou Academy sera un pôle d'excellence dédié au savoir, à l'innovation et à la formation des talents nationaux. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin à l'occasion du lancement officiel
du concours d'architecture Simandou Academy. Une initiative nationale qui vise à valoriser l'excellence guinéenne en offrant à nos jeunes architectes l'opportunité d'exprimer leur talent, leur créativité et leur savoir-faire. Conformément à la vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'éducation et de la formation un levier majeur de développement du programme Simandou 2040, qui érige le capital humain au cœur de la transformation structurelle de notre pays. C'est dans cet esprit qu'est née l'initiative Simandou Academy, une composante structurante du programme Simandou 2040 en son pilier 2, éducation et culture, visant à ériger le capital humain en levier stratégique de croissance et de souveraineté nationale. Cette initiative répond aux défis de l'éducation, de la formation, de l'employabilité et ambition de faire de l'innovation et de la recherche les piliers de la transformation économique et sociale du pays à l'horizon 2040. L'initiative Simandou Academy s'articule aux 3 objectifs essentiels: la promotion de l'excellence à l'éducation, la recherche et l'innovation, la modernisation des infrastructures éducatives, le développement des partenariats stratégiques avec les meilleures institutions à travers le monde. Pour donner corps à cette ambition nationale, le comité stratégique Simandou a jugé essentiel d'organiser ce concours pour concevoir le quartier général de Simandou Academy, symbole du savoir, de la créativité et de la modernité. Ce concours est avant tout une célébration de l'innovation et de l'excellence architecturale. Il s'agit de promouvoir une architecture guinéenne audacieuse, durable, respectueuse de l'environnement, tout en valorisant le label La Guinée fait. J'adresse tous mes encouragements aux candidats et candidates de ce concours. Vous portez la flamme de la créativité guinéenne. Faites-en un symbole de fierté nationale. Prenant la parole, la ministre Djami Diallo a insisté sur la nécessité d'intégrer les principes du développement durable et de l'éco-construction dans les projets architecturaux du pays. Cet instant marque bien plus qu'une étape technique dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Il incarne notre ambition collective de bâtir une Guinée moderne, audacieuse et durable. Une Guinée qui se projette dans l'avenir avec confiance et fierté. Et à travers ce concours, organisé par le comité stratégique de Simandou, nous traduisons concrètement la vision du général Mamadi Doumbouya, président de la République. Celle d'un pays où chaque infrastructure publique est pensée comme un levier de transformation, une vitrine de l'excellence et un symbole de souveraineté. L'initiative Simandou Academy illustre parfaitement cette vision. Il s'agit d'un investissement stratégique dans le capital humain guinéen. Simandou Academy, pilier essentiel du programme Simandou 2040, est bien plus qu'un projet éducatif. C'est une plateforme d'excellence et de transformation. Une institution d'avenir, conçue pour révéler le potentiel de notre jeunesse, stimuler la recherche et l'innovation et forger les talents qui construiront la Guinée de demain. Avec Simandou Academy, la Guinée met son capital humain au cœur de son développement. Simandou Academy traduit également la conviction profonde du général Mamadi Doumbouya qu'un pays se construit d'abord par le savoir et que la souveraineté nationale se consolide par l'intelligence collective. En tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable, je tiens à rappeler que le développement et la durabilité ne sont pas des notions opposées. Faites donc preuve d'audace, d'imagination et de sensibilité écologique. Proposez un modèle d'architecture durable, à la fois moderne et enraciné dans nos valeurs. Un lieu qui inspire les générations futures. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISO, qui est donc associé à cet événement par le comité stratégique Simandou, est un institut d'excellence de mission. Il représente un démembrement de formation technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce concours national d'architecture Simandou Academy aura comme objectif principal la promotion et la valorisation du génie créateur national, qui va offrir aux jeunes architectes guinéens de moins de 35 ans, sans exclusion,
l'opportunité de concevoir un projet emblématique incarnant la vision du programme Simandou 2040 pour la construction du siège de Simandou Academy, un symbole d'excellence, d'innovation et d'identité nationale. Le conseiller à la présidence Yaya Sow et le chef du projet de concours d'architecture Simandou Academy, Mohamed Assimiou Makanera, ont abondé dans le même sens en réaffirmant que ce concours constitue une opportunité unique pour les jeunes architectes de proposer des modèles inspirants, alliant esthétique, fonctionnalité et durabilité. Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, met le capital humain au cœur de sa vision. Donc, nous sommes tous contents de voir cette jeune génération d'architectes venir compétir ici pour donner une nouvelle identité à l'architecture guinéenne. Donc, nous souhaitons bonne chance à tout le monde. La créativité, la flexibilité de l'espace et surtout l'intégration écologique. Et moins de CO2 et beaucoup de matériaux locaux qu'on puisse intégrer dans le projet en question. Donc c'est ce qu'on attend des étudiants. Surtout la créativité, le design extérieur. Ça, on insiste beaucoup dessus parce qu'après, ce sera implémenté et il y aura en principe 3 gagnants. Mais le gagnant va participer au moins à tout le processus de projet. C'est que de la fondation jusqu'à la clé rendue. Donc c'est ce qu'on attend vraiment des participants. Cette initiative novatrice du comité stratégique de Simandou s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de stimuler la créativité locale et de favoriser la participation des compétences nationales dans la conception des grandes infrastructures du pays. L'objectif ultime de Simandou Academy est de faire en sorte que, dans les années à venir, la Guinée exporte davantage de matières grises que de matières premières. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi vient de réceptionner un important lot de manuels didactiques. Cette action est suivie d'une formation des formateurs quant à l'utilisation efficace de ces outils qui permettront de développer des programmes de formation communs pour toutes les filières. Carlos Mandialo pour en savoir plus. C'est un pas franchi dans le développement du système d'enseignement technique en Guinée avec l'acquisition pour la première fois de plus de 6900 manuels didactiques grâce au partenariat avec le CEMEC, le Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec, particulièrement attaché au bon usage des manuels pour un apprentissage de qualité. La ministre supervise l'ensemble des opérations marquées également par le déploiement d'une formation des formateurs sur l'appropriation des manuels. Ces manuels-là sont les mêmes qui sont utilisés actuellement au Québec, dans tous les centres de formation professionnelle au Québec. Donc, ça respecte les standards internationaux. Ce sont des éléments pratico-pratiques pour appuyer les enseignants et puis les élèves aussi dans la mise en œuvre de l'approche par compétences. Ces manuels vont désormais servir de référence pour tous les formateurs qui jusque-là ne disposaient pas de ressources pédagogiques harmonisées pour la formation des apprenants. On a vraiment vu l'APC, c'est-à-dire l'approche par compétence, comme c'est une nouvelle approche. Il faut mettre l'apprenant au centre de son apprentissage. Ce qui est intéressant dans ce processus de collaboration avec CEMEC, ils nous donnent accès à leur plateforme numérique. Donc, ce qui nous permet, dans notre processus d'élaboration de notre plateforme aussi e-learning en Guinée, de lier les deux plateformes et de permettre aux enseignants et aux apprenants de rentrer directement dans la plateforme et d'avoir accès à tous les manuels de leur niveau de formation. Pour le département de l'enseignement technique, ces manuels sont d'une importance capitale pour former des ouvriers et techniciens compétitifs. Si nous voulons que notre personnel, que nous apprenons, prétende à un emploi décent au niveau du secteur privé, il faut qu'on s'assure que ce qui est dispensé au niveau de nos écoles correspond effectivement aux besoins du marché du travail. Et aujourd'hui, je pense que grâce à ces manuels, nous avons un nouveau départ. Outre les ouvrages, un programme de distribution de kits individuels aux apprenants a débuté l'an dernier, des efforts qui concourent à créer une meilleure dynamique de formation et à transformer le secteur de l'enseignement technique.
Dans le volet éducation, toujours 500 motos sont offertes aux chefs d'établissement scolaire enclavés de la Guinée en geste fort du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour montrer son attachement à l'apprentissage et à l'égalité des chances. Ces engins permettront aux bénéficiaires de faire le contrôle rapproché et de remonter les informations en temps réel. Abdoulaziz Baldé, reportage. Sous l'ère CNRD, l'éducation focalise toutes les attentions. Jusqu'au dernier coin de la Guinée, les autorités laissent des traces positives aux enseignants pour une éducation de qualité. Ce mardi, 500 motos sont mises à la disposition du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Le don vise à améliorer les performances d'apprentissage dans les zones les plus reculées. Nous avons reçu 400 motos boxers et 74 motos Yamaha de 125, 26 motos de Crus. Nous allons faire de telle sorte que ces motos-là soient codifiées, immatriculées et affectées aux bénéficiaires. Ce qui est important, c'est ce que tu fais dans ton poste et non le lieu où toi tu te trouves. Sache que nous sommes ensemble. Donc, nous les encourageons davantage et les appelons aussi à produire des résultats. Ces différentes motos sont offertes par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, afin de faciliter le déplacement des chefs d'établissement scolaire. Cette action s'inscrit dans le cadre du repositionnement de l'éducation en Guinée pour des résultats probants. Au-delà de l'acte vraiment magnanime du chef de l'État envers les enseignants, je voudrais aussi saluer la collaboration qu'il y a au niveau du sommet de l'État, puisque tout cet exercice de livraison a été rendu possible grâce à la disponibilité des forces de défense et de sécurité. C'est l'armée qui a mis à disposition des camions qui ont pu enlever ces motos et les mettre là et qui s'est disposé à les conduire dans chacune des préfectures pour atteindre les enseignants auxquels elles sont destinées. Dans les prochains jours, ces motos seront mises à la disposition des bénéficiaires. Remonter les informations en temps réel est la principale attente pour les responsables du département. Nous ne changeons pas de sujet. Encourager l'éducation des enfants en situation difficile, tel est l'objectif de l'ONG Tous pour eux. En ce début d'année scolaire, une vingtaine d'enfants ont été inscrits dans des établissements d'enseignement public. Une façon pour l'organisation d'accompagner ces enfants démunis dans leur éducation et leur émancipation. C'est une synergie d'action avec le gouvernement de la ville de Conakry. Le point avec Moussa Bangoura. Le parrainage des enfants se poursuit comme prévu dans l'agenda de l'ONG Tous pour eux, une structure qui passe à la vitesse supérieure. Ici, à l'école primaire Hadja Achaba à Yimbaya, commune de Bessia, un groupe d'enfants a été inscrit à l'école. Là-dessus, 50 tables bancs ont été remis aux responsables de cet établissement d'enseignement élémentaire public pour améliorer les conditions d'études. Les tables bancs et inscrire 10 enfants, les prendre en charge, faire un geste humanitaire pour l'école, pour les parents, c'est un geste patriotisme que nous saluons. On avait un besoin de tables bancs. Nous remercions l'ONG, nous les encourageons. Merci et merci. En plus de l'école primaire Hadja Aïchaba, d'autres enfants en situation défavorisée ont été aussi inscrits à l'école primaire Alexandre Bourré de Mafanko, commune de Matam. À travers ce parrainage, ces tout-petits seront pris en charge pendant 6 ans. Un enfant inscrit à l'école permet de fermer des portes de prison. Donc cela est très évident pour nous. Et c'est en ce sens-là que nous sommes très motivés à accompagner tous les gestes et tous les efforts de nos autorités. Je dirais à l'ONG, là où ils ont envoyé les enfants, nous allons très bien prendre soin d'eux et bien les former. Avant leur admission dans les différentes salles de classe pour un accompagnement plus exhaustif, ces enfants avaient reçu des kits et tenues scolaires de l'ONG Tous pour eux au jardin du 2 octobre. Dans le même registre, à Kérouané, un fils du terroir vient de poser un acte patriotique pour soutenir l'éducation à la base. Il s'agit d'un don de fournitures scolaires pour encourager les parents à maintenir leurs enfants à l'école. Le geste touche tous les districts de la commune rurale de Komodou pour renforcer le lien entre l'école et les communautés. Diamant Kaba. Dans le tronc profond, la sous-préfecture de Komodou, la localité accueille un projet social
pour renforcer l'accès à l'éducation des enfants. C'est le geste d'un fils du terroir engagé à contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits en milieu rural. Le don est composé de 16 cartons de cahiers de 200 pages, 22 cartons de cahiers de 100 pages, 8 cartons d'ardoise et plusieurs boîtes de stylos. C'est un geste de Dr Moussa Konaté qui allège la charge des parents et surtout des mamans. Cette 7e édition vise également à remobiliser les parents en faveur de l'école. Avec ces outils essentiels, les élèves des différents districts de la commune rurale de Komodou abordent la nouvelle année scolaire avec enthousiasme. Ici, il n'y a pas de mine. Les gens sont très pauvres et beaucoup n'allaient pas scolaire les enfants si les dons là ne venaient pas. À cause de ces dons, vous allez voir que notre taux de fréquentation sera vraiment élevé et il y aura beaucoup d'élèves à scolariser. Il a souvent fait des dons chez nous parce que le collège est doté de 36 maillots de sa part. Quand je viens encore de bénéficier de ce don, je ne suis pas surpris. Cet outil de travail me servira utilement. Avec l'arrivée de ces kits scolaires, le bon samaritain Dr Moussa Konaté renouvelle son engagement constant à soutenir l'éducation à la base afin de réduire les disparités sociales. À présent, cette décision de la Direction générale des élections. La directrice générale a vu la Constitution, vu la loi organique L 2025-26 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le décret des 2025-87 PRG CNRD SGG du 14 juin 2025 portant attribution et organisation de la Direction générale des élections. Vu le décret des 2025 OL 24 PRG CNRD SGG du 23 juillet 2025 portant nomination de la directrice générale des élections, vu le décret des 2025 178 PRG SGG fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle, vu la décision des 2025 161 MATD DGE portant mise en place de la commission financière, vu le rapport de la commission financière, décide article 1er. Montant de la caution. Le montant de la caution à verser par les candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est fixé à 900 millions de francs guinéens, conformément à l'article 275 du Code électoral. Article 2. Dépôt de la caution. En application de l'article 277 du Code électoral, la caution prévue à l'article précédent doit être déposée au Trésor public 50 jours au plus tard avant la date du scrutin. La caution est versée dans le compte numéro 0011 90 20 11 0001 36 10 ouvert dans les livres de la BCRC au compte du receveur central du Trésor. Article 3. Plafond des dépenses de campagne. Le montant global des dépenses de campagne électorale est plafonné à 40 milliards de francs guinéens par candidat conformément aux dispositions du Code électoral. Article 4, obligation de respect du plafond. Il est formellement interdit à tout candidat de dépasser le plafond fixé à l'article 3 ci-dessus. Toute dépense excédentaire constitue une violation des dispositions du Code électoral et expose son auteur aux sanctions prévues par la loi. Article 5, fonds électoral et compte de campagne. En application des articles 280 et 281 du Code électoral, chaque candidat participant à l'élection présidentielle doit constituer un fonds électoral destiné exclusivement au financement de la campagne. Les candidats doivent établir un compte de campagne auprès d'un établissement bancaire agréé qui reçoit les fonds électoraux et retrace l'origine et l'emploi de toutes les sommes perçues et dépensées dans le cadre de la campagne. La personne responsable des dépenses électorales ne peut effectuer de paiement ou engager de dépenses que sur le fonds électoral. Article 6, disposition finale. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry le 21 octobre 2025, signé Madame Camara Djenebou Touré.
Allons à présent à Washington, où la délégation guinéenne multiplie les contacts avec les institutions de Bretton Woods. Les réunions se tiennent en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les consultations étaient surtout axées sur le renforcement du partenariat avec les institutions et l'exploration de nouvelles opportunités de financement. La mission est conduite par le ministre de l'Économie et des Finances. Mamadi Gassama est notre envoyé spécial. Aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, ce sont des consultations intenses. La délégation guinéenne a optimisé sa participation pour conforter sa position auprès des institutions de Bretton Woods tout en explorant des nouvelles opportunités de financement avec tous les acteurs et partenaires. Des discussions ont été engagées avec pour enjeu le renforcement de la coopération avec les institutions de Bretton Woods, la poursuite et la finalisation très prochaine des négociations pour un nouveau programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit. Nous avons fait des commentaires dans le sens de voir comment cette opportunité que la Guinée a va accompagner le pays dans sa transformation pour le développement durable, pour une croissance durable, inclusive, etc. Les différentes composantes que nous ont expliquées, bien entendu, vont dans ce sens-là. Au-delà de Simandou, nous avons fait un tour d'horizon complet de l'état de notre coopération avec la Guinée. Nous avons constaté que ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu des améliorations significatives dans la baisse de la pauvreté, dans la baisse de l'inflation, dans l'amélioration des services, et que les programmes divers et variés que nous accompagnons en Guinée, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'agriculture commerciale, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dans le secteur des compétences, ne pourront que contribuer à renforcer ces progrès-là qui ont déjà été constatés. Sur invitation du groupe de la Banque mondiale, la ministre de l'Agriculture a co-animé un panel sur AgriConnect, une plateforme mondiale pour transformer l'agriculture familiale et créer des millions d'emplois dans les chaînes de valeur agricole. Dans le cadre de l'initiative AgriConnect de la Banque mondiale, j'ai le plaisir de partager que la Guinée a été intégrée à ce programme novateur et transformateur. Cela reflète l'engagement de la République de Guinée sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya, qui a fait de l'agriculture le premier pilier de transformation économique de la Guinée. Premier pilier du programme Simandou 2040, qui est le programme qui va mener notre pays à la transformation économique, à la création d'emplois et à la croissance durable dans les 15 prochaines années. La présentation du programme Simandou 2040, la rencontre avec la banque américaine JP Morgan, la sollicitation d'assistance technique, la gestion de la dette, la mobilisation des ressources intérieures, les questions du climat et l'économie bleue ont également focalisé les entretiens. À l'international toujours, mais cette fois-ci à Dakar, le campus africain du leadership au féminin rassemble plusieurs femmes venues de la sous-région. Divers thèmes ont été débattus pour leur redonner la place qu'elles méritent dans la société. Makemedozo est notre envoyé spécial. Elles sont compétentes, engagées, mais encore peu nombreuses à occuper les plus hauts postes de responsabilité. Face à ce constat, de plus en plus d'initiatives voient le jour pour former les femmes au leadership et les aider à briser le plafond de verre. C'est l'objectif du campus africain du leadership au féminin, où plusieurs femmes guinéennes de parcours divers se retrouvent à Dakar. Ce CALF aujourd'hui regroupe de nombreuses femmes leaders. Être parmi ces femmes pour qu'ensemble nous partagions nos expériences, pour qu'ensemble nous évoluions, nous serons pour l'autonomisation des femmes, pour l'égalité des sexes, mais aussi pour apporter une contribution au développement socio-économique de nos pays, mais particulièrement de la République de Guinée. Au programme, prise de parole en public, gestion de conflits, intelligence émotionnelle, négociation salariale, mais aussi des ateliers pour déconstruire les stéréotypes de genre qui freinent l'ascension des femmes. Le CALF, c'est une formation de 2 jours qui nous a permis d'abord de renforcer nos compétences en tant que gestionnaire de personnel, puisque en tant que chef de cabinet, vous gérez votre personnel. Vous organisez, comprendre les équipes, mais aussi fédérer
les compétences de toutes vos équipes afin d'atteindre les objectifs qui vous sont assignés. Le campus ne se contente pas de former seulement. Il ambitionne aussi de sensibiliser les participantes aux grands projets sous-régionaux et de les encourager à y prendre une place active. Le campus a pour ambition aussi de contribuer à ce plan Simandou 2040, en tout cas proposer à l'administration guinéenne d'apporter nos compétences sur le sujet de la formation, de renforcement des compétences, mais également de l'accompagnement personnalisé de toutes ces personnes dans le territoire, les femmes surtout. Le campus africain du leadership au féminin est bien plus qu'une transmission d'outils. C'est redonner aux femmes le pouvoir de croire en elles. Pour les organisatrices, le leadership au féminin n'est pas une exception, mais plutôt un avenir en construction. Le mois d'octobre est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et vous le savez tous, le cancer du sein et du col de l'utérus préoccupe les autorités sanitaires et interpelle de bonne volonté. C'est dans cette dynamique qu'Oléa, Guinée, a initié des activités sportives comme la marche et le fitness pour promouvoir le dépistage gratuit et la prise en charge des malades. Cette marche a débuté à Donka et s'est achevée à la plage Kamaen. Autre précision avec Aboubacar Diaby et Mohamed Salih Bangoura. Regardez. Avec un taux de prévalence très inquiétant, le cancer du sein et du col de l'utérus continue de frapper une couche vulnérable en Guinée. Pour lutter contre ces maladies qui touchent les femmes, les voix s'élèvent pour sauver des vies. Cette marche est mise à contribution pour amener les femmes à se faire dépister. C'est un moment fort, c'est-à-dire c'est un moment de partage que nous, Oléa, avons initié pour pouvoir accompagner, sensibiliser et encourager toutes ces femmes, nos proches, à se faire dépister. Parce que plus on est informé, plus on est fort pour vaincre cette maladie. Par ce fitness, un entraînement physique, ces acteurs s'engagent dans la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ils entendent s'investir dans la prise en charge des patientes pour accompagner la politique nationale de la santé publique en faveur du mieux-être des femmes guinéennes. Oléa Guinée, comme chaque année, nous nous impliquons dans la lutte contre le cancer du sein parce que c'est une cause qui nous concerne au sein de tout groupe qui se respecte. Nous essayons d'impacter via des activités que nous organisons tous les ans, des activités de sensibilisation, de conseil, parce que lorsqu'on est au courant d'une maladie, on est mieux outillé pour se prévenir de cette maladie, mieux outillé pour se soigner. Pour ces initiateurs, cette lutte est une cause noble qui doit être soutenue pour encourager les femmes à profiter des séances de dépistage gratuits, actuellement disponibles dans plusieurs structures sanitaires du pays. Cap sur Kindia, où les acteurs évoluant dans le secteur minier se familiarisent avec les techniques liées aux gestes de premier secours, communément appelées santé et sécurité au travail. Ces techniques sont montrées pour sauver des vies. Le ministère des Mines accompagne l'exercice à travers la direction préfectorale des Mines et Géologie de Kindia. Falilou Diallo. La santé, sécurité au travail, la thématique se pose en termes de défis dans les différentes concessions minières. À Kindia, comme partout dans les villes, la forte potentialité minière, le concept se concrétise. Vous avez vu que c'est seulement pas dans les mines, mais aussi la santé, sécurité, l'environnement, c'est aussi sinon dans les domiciles, dans l'administration publique, dans les mines. Donc, j'ai jugé nécessaire aussi de choisir un cabinet privé vers Bokeh et négocier pour qu'ils puissent nous donner les connaissances sur comment vivre sinon en santé et comment vivre sinon au bureau et dans les mines. Le conclave mobilise tous les acteurs du secteur minier de la préfecture de Kindia. Ils apprennent ainsi les gestes de premier secours des experts venus de la zone économique spéciale de Bokeh. Dispense les modules. Le contenu de cette formation, c'est essentiellement sur la santé et sécurité au travail. Ces modules ont été enseignés, comment intervenir en cas d'accident, comment intervenir en cas d'incendie et le secourisme. Nous avons des objectifs à atteindre, c'est de permettre au personnel d'avoir la base en santé et sécurité au travail. 2, on va leur donner une gamme de connaissances
qui va leur permettre à leur tour d'instaurer une culture santé-sécurité au sein de l'administration et les permettre ici de continuer toujours à observer ici cette culture au sein de leur famille. Pendant 2 jours, ces cadres de l'administration minière et autres secteurs économiques s'approprient des différentes techniques liées à la santé et sécurité au travail. Il s'agit pour eux d'être aptes à réaliser les gestes de premier secours pour sauver des vies au sein de leurs services respectifs. Dans un autre registre, la sécurité routière reste au cœur des préoccupations nationales face à la recrudescence des accidents mortels qui endeuillent de nombreuses familles. Les acteurs du secteur multiplient les actions de prévention sur le terrain, dans les gares routières comme sur les grands axes. Les campagnes de sensibilisation se poursuivent pour rappeler aux usagers les conduites à tenir. Mounir Baré. En prélude à la sommet national de la sécurité routière, les équipes de l'agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère sillonnent les routes et les stations de transport. Objectif, renforcer la sensibilisation des conducteurs et du monde du transport sur la nécessité d'un comportement responsable au volant. Le voyage, ce n'est pas une course de rallye. Ce n'est pas dire que je suis quitté à 8h à Conakry, je suis arrivé à 11h à la baie. Ce n'est pas ça un voyage. Voyage, c'est aller prudemment et sûrement. Il était question de venir auprès des conducteurs, auprès des usagers, des syndicalistes, véhiculer toujours un message de sensibilisation par rapport aux accidents de circulation que connaît notre pays. À la gare routière de Gomboya, par exemple, transporteurs, syndicats et responsables de sécurité routière se sont retrouvés pour échanger sur les causes récurrentes des accidents de la route. La Guizère pointe du doigt l'imprudence des conducteurs, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et la conduite en état d'ébriété. On a beaucoup de problèmes sur la route pour l'accident là. Pour venir de nous apprendre à ça aujourd'hui, vraiment, on est fiers. Chaque fois, on fait les sensibilisations pour ça. Face à l'ampleur du phénomène et à ses conséquences dramatiques sur la vie des citoyens, l'agence entend miser sur la prévention et la responsabilisation des usagers. Une approche proactive pour inverser durablement la tendance et sauver des vies sur les routes guinéennes. L'une des missions de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique reste la lutte contre l'insalubrité dans tout le pays. Pour y parvenir, les agents de terrain doivent être mobiles. C'est dans cette optique que l'ANASP a remis ce jour à 13 motos à ses responsables appui conseil, une dotation qui vise à renforcer leur efficacité au plus près des populations. Reportage Mariam Kamara. Renforcer la présence sur le terrain pour assainir durablement, c'est l'objectif derrière cette remise de motos neuves aux responsables appui conseil des 13 communes de la capitale. Ce don de matériel roulant doit leur permettre de mieux accompagner les communes dans leurs projets d'assainissement, de faciliter le suivi des activités et de promouvoir la salubrité publique. Nous venons de mettre à la disposition des agents qui sont sur le terrain et qui gèrent en quelque sorte l'assainissement, des outils pour leur permettre d'être au milieu de ceux-là qui ont la main dans la pâte. Je veux dire les collectivités décentralisées. Une action concrète qui traduit la volonté du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures à travers l'ANSP de doter ses acteurs de terrain des moyens nécessaires pour assainir durablement la Guinée. Aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, accompagne l'ANASP par ces engins pour essayer effectivement d'être plus opérationnel et très vigilant sur le terrain parce que la banalisation des déchets dans notre pays est devenue une problématique qu'il faut bannir. C'est un sentiment de satisfaction. Nous remercions très sincèrement le ministre à travers la direction générale de l'ANASP pour nous avoir dotés de ces engins roulants. Et nous les promettons qu'avec ces engins roulants aujourd'hui, nous allons encore redoubler d'efforts. Concrètement, cette nouvelle mobilité permettra aux conseillers d'appuyer et de conseiller les communes de manière plus réactive, de promouvoir le civisme et la salubrité auprès des citoyens et d'alerter plus rapidement les autorités en cas de dégradation des infrastructures publiques.
Et disons que la situation du marché de Koza 1 est devenue préoccupante en raison de l'accumulation des déchets et de l'insalubrité. Face à la problématique, le mouvement des jeunes engagés pour le rassemblement et le développement de la Guinée et la jeunesse locale décide d'agir en organisant des séances de nettoyage et de sensibilisation. Cette initiative civique est saluée par les autorités communales et le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Les commerçants sont également encouragés à maintenir la propriété du marché. Noumousso Yakite, reportage. Le marché de Koza 1 est devenu un véritable dépotoir de déchets. Ici, les commerçants cohabitent avec les immondices et même les eaux usées des habitations environnantes. Pour assurer la salubrité du marché, des jeunes engagés pour le rassemblement et le développement de la Guinée. À ses côtés, la jeunesse de Koza organise des actions de nettoyage et des campagnes de sensibilisation. Je lance alors un appel solennel à tous les Guinéens et Guinéennes. Engageons-nous, unissons nos forces et faisons de la propriété un reflet national. Le développement n'est pas une affaire de l'État seulement, mais une affaire de tous. La jeunesse de Koza et les femmes du marché veulent assainir ce marché-là. Vraiment, j'étais contente. Je me suis dit, pourquoi pas les accompagner? Si on enlève ça aujourd'hui, il ne faut pas que la même chose revienne. Sinon, ça va être une peine perdue. Le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, coordinateur de l'assainissement, insiste sur la propriété des sites de vente pour la santé publique. Il promet le soutien du gouvernement en faveur de ces actions citoyennes. S'il y a une chose aujourd'hui qui fait très mal au chef de l'État, c'est cette question d'insalubrité. Quand vous sortez à Conakry, vous voyez l'état d'immondice, c'est inacceptable. Et pourtant, il y a une trentaine d'années, Conakry était cité comme étant une perle par rapport à la salubrité. Et c'est cette situation, cette vie d'avant que nous voulons ramener, mais à travers des actions comme celle-ci. Grâce à l'action des jeunes engagés pour le rassemblement et le développement de la Guinée et au soutien des autorités, le marché de Koza 1 connaît une nette amélioration de sa salubrité et de ses conditions de travail au quotidien. Dans l'actualité toujours, lancement du recensement et cartographie des domaines agricoles. L'enjeu est de répertorier le foncier rural dans une plateforme numérique pour permettre aux régions administratives de profiter pleinement des opportunités d'investissement des promoteurs nationaux et étrangers du développement rural. Un outil d'aide à la décision mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture avec le soutien de la Banque mondiale. Autre précision avec Foudé Camara. Estimée à plus de 13 millions d'hectares, la superficie totale cultivable de la République de Guinée est sous-exploitée, avec seulement 25% mise en valeur. Pour avoir des statistiques fiables, afin de mieux orienter les décideurs et les investisseurs, les travaux de recensement et de cartographie des domaines agricoles sont lancés dans les régions administratives de Conakry, Kindia, Boké et Kankan. Depuis le 5 septembre 2021, l'agriculture a été érigée en priorité nationale sous l'impulsion du président de la République, le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Cette orientation se traduit par l'inclusion de l'agriculture comme une place de premier choix dans le programme Simandou 2040. L'agriculture occupe une place importante dans le programme Simandou 2040 qui fixe les piliers de notre développement dans les 15 prochaines années. En effet, le premier pilier concerne la sécurité alimentaire et la transformation agricole. Donc aujourd'hui, le lancement qui s'opère est le lancement du recensement et de la cartographie des terres agricoles de l'État dans les régions administratives. Financé par la Banque mondiale à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée, cette cartographie des domaines agricoles de l'État sera réalisée par la NASA, Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires. L'enjeu est double. Le premier, c'est d'améliorer notre gouvernance foncière, notamment la connaissance des terres agricoles de l'État, de leurs caractéristiques, de leur superficie, des cours d'eau qui sont à côté et autres informations clés qui nous permettront de mieux planifier nos politiques publiques, mais aussi de mieux structurer les investissements privés. Le deuxième enjeu est celui de l'amélioration du cadre des investissements du pays. Sans l'accès à la terre, qui est le socle même du développement agricole, c'est très difficile de pouvoir attirer des investissements structurants dans nos régions et dans notre pays. Ce recensement des terres agricoles va prévoir des cartes de géolocalisation
incluant des routes d'accès, le type de sol et la dynamique d'occupation du foncier rural. Au sud du pays, à Lola précisément, les femmes de Wéakore décident de se faire entendre face à la présence persistante de troupeaux étrangers dans leur localité. Elles interpellent les autorités. Le ministre de l'Élevage, Félix Lama, en mission dans la région, est allé à leur rencontre pour des perspectives de solutions. Lancé Kamisoko, Mohamed Seleoupaï, Mohamed Lamine Diallo. À Lola, un calme précaire règne depuis ce matin après une journée agitée. Des dizaines de femmes de Wéakore ont pris d'assaut la route nationale, parcourant près de 8 km pour rallier la commune urbaine. Leur objectif, exprimer leur colère face à la présence des bœufs dans leur zone de culture. Le ministre qui a rejoint ces femmes a sensibilisé ces femmes, tout en leur rassurant que ces cris de cœur, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces dégâts puissent être une réalité dans la localité de Wéakore. Et ces femmes ont sagement compris le message du ministre et elles sont déjà dans l'effervescence. Cela prouve à suffisance qu'elles sont vraiment dans l'esprit. En séjour dans la région, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le deuxième communiqué conjoint des ministères de l'Agriculture, de l'Élevage et du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, interdisant la transhumance transfrontalière sur le territoire national, le ministre Félix Lama est allé à la rencontre de ces femmes. Nous avons échangé avec les femmes et nous leur avons expliqué que leur cri de cœur est entendu, que nous prenons toutes les dispositions au niveau de la région pour pouvoir faire en sorte que les transhumants étrangers qui sont encore sur le territoire puissent sortir avec le soutien des forces de défense et de sécurité qui ont déjà reçu les instructions pour mener à bien cette opération de déguerpissement. Nous avons sensibilisé les éleveurs guinéens sur la nécessité de garder leur bétail dans les enclos pour éviter une divagation pendant cette période culturelle. Nous leur avons dit que le gouvernement, à travers le ministère de l'Élevage, a déjà signé un contrat pour la réalisation des milliers d'hectares de zones de pâturage où nous allons réaliser des aménagements pour que le bétail puisse s'abreuver dans ces zones de pâturage, pour qu'il y ait la culture fourragère afin que le bétail puisse manger en toute sécurité et qu'il y ait un contrôle sanitaire qui s'effectue sur le bétail dans ces zones de pâturage. C'est la solution durable qu'il nous faut et cette solution, grâce à la vision du chef de l'État, elle est aujourd'hui chose faite puisque l'entreprise recrutée pour la réalisation de ces zones de pâturage est maintenant à Lola et certaines zones de pâturage sont déjà identifiées avec l'aide et la participation des communautés qui sont impliquées aussi et qui d'eux-mêmes et de façon volontaire ont mis à disposition des espaces communautaires pour la réalisation de ces zones de pâturage. Nous nous sommes donc quittés dans un sentiment d'entente, de joie et de fraternité. Au terme de leur échange, le chef du département de l'élevage a accompagné ces femmes dans leur village. La population a réservé un accueil chaleureux à la délégation ministérielle, saluant la réactivité du gouvernement face à leurs préoccupations. Production bovine et amélioration génétique. C'est un projet de diagnostic composé d'experts brésiliens et cadres guinéens. L'objectif général est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays en mettant l'accent sur l'augmentation de la productivité en viande et en lait de la race bovine Ndama dans le sud de la Guinée. Plus de précisions avec Ibrahima Oulé Fofana. Ici au gouvernorat de Farana, les responsables du projet d'études d'amélioration de la race bovine Ndama se sont entretenus avec les autorités régionales autour de la mission. À la préfecture également, les mêmes échanges ont eu lieu avant de prendre la direction de Tindo. Ici, au centre de vulgarisation agricole, l'agence brésilienne de coopération et celle de la Guinée touchent du doigt les réalités du terrain en faveur du projet. Nous sommes là pour faire un constat des installations qui sont déjà là parce que les Brésiliens nous apportent une capacité technique de l'amélioration et donc nous sommes dans la recherche pour pouvoir définir qu'est-ce qu'il y a comme installation qu'on pourra mettre à disposition de celle qui suivra, qui est un peu plus technique pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Il était question de réaliser cette mission d'évaluation sur le terrain, toucher du doigt des réalités par rapport au centre d'élevage que dispose
n'est-ce pas, le pays à travers le centre, le CAE de Famuela et le centre de Tindo. Ensuite, l'ISAV pour nous permettre de réaliser cette activité. Partout, les experts s'imprègnent des atouts et des manquements sur des sites d'expérimentation, l'état des fermes ou encore des chambres froides de conservation des semences et du lait. Cette visite qui s'est achevée à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Nous pouvons réaliser un diagnostic donc, concernant les événements, l'ambiance et la formation, qui fait partie donc, de cette première partie concernant le projet de coopération, notamment dans le domaine de l'amélioration génétique de la race Ndama, qui était une demande donc, émanant donc, du ministère de l'élevage, du ministre, son excellence du ministre de l'élevage, M. Félix Lama. Ce projet d'étude d'amélioration de la race bovine Ndama en Guinée est le fruit de la coopération sud-sud entre la Guinée et le Brésil. Les résultats attendus comprennent le renforcement de la sécurité alimentaire et surtout l'amélioration technique au sein des ministères concernés, comme l'élevage, l'agriculture, le plan et l'enseignement supérieur. Pour finir, après des années d'interruption, la grande mosquée de Landreya, dans la commune de Dixine, est enfin inaugurée, restée inachevée pendant longtemps pour faute de moyens. Elle a pu voir le jour grâce au geste généreux d'un opérateur économique. Kerfala Presse Camara compte rendu. D'une capacité d'accueil de près de 400 fidèles, la grande mosquée de Landreya est l'aboutissement des efforts conjugués des fils et filles de la localité, qu'ils vivent sur place ou à l'étranger. Mais les travaux ont connu une longue interruption, bloquée par le manque de ressources. C'est alors qu'un bienfaiteur sensible à cet élan communautaire a pris en charge la pose des portes, des fenêtres et d'autres finitions indispensables, permettant ainsi l'achèvement complet de l'édifice religieux. Les charges de cette mosquée m'ont sollicité, donc j'ai répondu à leurs demandes. Et aujourd'hui, les travaux sont terminés. Et je pense que tous les musulmans qui prient dans cette mosquée sont aujourd'hui très très contents. Aujourd'hui, c'est une population heureuse et reconnaissante qui redécouvre sa mosquée. Grâce à la générosité de ce donateur, les fidèles de Landreya peuvent désormais accomplir leurs prières dans un cadre moderne et digne. Nous, on avait un besoin de finaliser les travaux sur notre mosquée. Tout le quartier cherchait l'assistance pour pouvoir finaliser nos travaux. Monsieur Fofana Saliou, donc du coup, moi, j'ai pensé à lui. Alors si aujourd'hui, les travaux sont presque à 95%, je suis comblé de joie, ainsi que tous les fidèles musulmans de Landreya. Dans la tradition islamique, contribuer à la construction d'une mosquée est un acte de foi et de dévotion. Animé par cette conviction, l'opérateur économique a voulu offrir aux habitants de Landreya un espace de prière fonctionnel, comblant ainsi un besoin spirituel longtemps exprimé. Cette initiative illustre l'importance de la solidarité communautaire et du don de soi dans la valorisation du patrimoine religieux guinéen. Voilà qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.